Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, au CIM, on a organisé, c'est moins une conférence comme à l'habitude que une sorte de table ronde. Donc ça va être beaucoup plus convivial. Donc une table ronde sur la politique commerciale américaine. Et en fait, ça va certainement déborder sur la remise en cause de l'ordre économique international. Comme on le sait, tout est bousculé. Je suis Michel Rioux et puis j'ai plusieurs invités qui vont prendre la parole aujourd'hui, dont Gilbert Gagné de Bishop, Jean-Baptiste Velu de Sorbonne Nouvelle, et aussi Sylvain Zini qui est à l'UQAM et Christian Lebloc. On va avoir pour chacun des conférenciers, des participants à la table ronde, une dizaine de minutes, et ensuite on pourra ouvrir la discussion à tout le monde. Je vois qu'il y a quand même plusieurs personnes qui sont là, qui pourront justement échanger de façon intéressante et significative. Pour commencer, je vais donner la parole à mon collègue Gilbert Gagné. Merci beaucoup d'être là, Gilbert. À toi la parole. Oui, sur la politique commerciale américaine et puis sur ces nouvelles routes de plus en plus unilatérales, j'aimerais revenir à la fin des années 1990, où après la fin de la guerre froide, on a généralement considéré que avec la fin du bloc de l'Est, ça pouvait marquer le début de ce qui a été appelé par la suite la mondialisation. Oui, peut-être la mondialisation, mais à tout le moins dans le domaine commercial, et puis là, il n'y a rien de nouveau. Les États-Unis avaient déjà une position ambiguë. Et puis, dans le domaine commercial, l'ordre économique libéral d'après-guerre, déjà dans le domaine, en fait, de tout temps dans le domaine commercial, ça a été problématique. Je rappelle qu'on devait avoir l'Organisation internationale du commerce qui n'a jamais vu le jour parce que le Congrès a refusé de ratifier la charte de la Havane. Et ce sont les raisons, comme on le sait, qui ont fait que pendant près de 50 ans, c'est l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce qui, au départ, devait n'être qu'un accord provisoire qui n'avait euh, pris que certaines dispositions de la Charte de la Havane pour permettre la libéralisation et surtout l'abolition des tarifs, pas l'abolition, mais enfin la réduction des tarifs, plutôt en attendant justement la mise en place et de la Charte de la Havane. Donc, c'est comme ça n'a pas pu arriver, c'est donc l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce qui a été à la fois l'accord au départ temporaire qui devait régir les échanges commerciaux entre un nombre limité de signataires au départ et l'organisation internationale de facto qui va avoir à superviser, si on veut, la mise en œuvre de cet accord général sur le commerce avec des cycles de négociations successifs pour permettre une plus grande libéralisation. Mais donc, dès le départ, le système commercial international était plutôt faible par rapport au domaine de la finance ou du développement avec leurs organisations internationales mises en place à Bretton Woods. Donc, dès le départ, les États-Unis avaient une position ambiguë. Mais là, évidemment, il n'y avait rien de nouveau sous le soleil dans la mesure où il y avait un exécutif américain ou une administration américaine qui était commise à la libéralisation des échanges et un pouvoir législatif, dans ce cas-ci le Congrès, qui était plus ambigu. Ça a été la même chose, si on veut, dans les années 90, enfin, le cycle d'Uruguay a commencé en 1986, c'est terminé en 1994, mais là, au contraire, c'est-à-dire qu'on avait encore une fois une administration américaine
commise à la libéralisation des échanges, dans ce cas-ci, avec la création finalement de l'Organisation mondiale du commerce, la consolidation, si on veut, de ce régime commercial international qui avait évolué, malgré ses lacunes, sous le GATT. Mais il faut se rappeler que le Congrès avait encore une position ambiguë par rapport à l'Organisation mondiale du commerce dès le départ, notamment à ce qui touche le règlement des différends. Or, moi, le règlement des différends, ça me semble absolument essentiel, dans la mesure où les États s'entendent, et dans le cas du cycle d'Uruguay, c'était entendu sur un ensemble de dispositions, notamment non seulement sur les services, mais sur les droits de propriété intellectuelle. Et on voulait s'assurer qu'en cas de divergence quant à l'application et l'interprétation de cet ensemble de règles, il y allait avoir une instance neutre qui allait permettre d'assurer la mise en œuvre de ces règles, mais selon ce qui avait été convenu entre les États et non pas selon des rapports de force, de négociation ou autre. Et c'était la garantie, justement, pour les États qui avaient fait des concessions qui avaient permis la conclusion du cycle d'Uruguay et encore une fois l'ensemble des dispositions qui l'accompagnaient, d'une mise en œuvre qui allait permettre, encore une fois, la consolidation du régime commercial international. Or, on sait que maintenant, les États-Unis, mais non, je veux rappeler que le Congrès, dès le départ, quand il a avalisé les résultats du cycle d'Uruguay, avait une position ambiguë, ou pour ne pas dire très claire, contre le règlement des différends. Pour les États-Unis, le règlement des différends, ça va dans la mesure où ce sont leurs propres institutions qui décident. Ben là, on n'est plus dans ce qu'on peut appeler un paradigme mondialisant. Au contraire, on a une position de repli ou à tout le moins une position unilatérale. Bon, c'est demeuré des menaces de la part du Congrès pendant longtemps, mais dès le départ, donc, les États-Unis avaient encore une position ambiguë, mais encore une fois, un exécutif commis à la libéralisation puis à la consolidation du régime commercial, alors qu'on avait un Congrès plus récalcitrant. Graduellement, c'est l'exécutif aussi qui est devenu de plus en plus ambigu vis-à-vis du régime commercial international. Et encore une fois, c'est le règlement des différends qui, selon moi, a été au centre de ces tensions. Le système de règlement des différends à l'OMC a été abondamment étudié. Les juristes se délectent de sa jurisprudence. Quand on regarde les rapports, non seulement des groupes spéciaux, mais par la suite des rapports qui souvent étaient ceux de l'organe d'appel, ceux-ci sont devenus de plus en plus complexes, citant abondamment de jurisprudence. Et puis les États-Unis sont graduellement devenus de plus en plus hostiles à tout ça, presque invariablement quand des décisions n'allaient pas dans le sens des décisions administratives prises par les États-Unis. Or, les États-Unis, évidemment, comme c'est le cas pour l'Union européenne, sont au centre de la plupart des différends. Ça, il n'y a rien de nouveau. Mais bon, les États-Unis n'ont pas perdu des affaires plus que pour l'Union européenne. Selon moi, il n'y a jamais eu de biais systémique dans les décisions prises par l'OMC si c'était une application, pas parfaite, mais une application qui se voulait rigoureuse et impartiale des règles qui avaient été convenues
par suite du cycle d'Uruguay, des négociations multilatérales. Or, on a vu, et ça dès l'administration Obama, que pour manifester son mécontentement par rapport au règlement des différends, les États-Unis ont refusé de remplacer les juges à l'organe d'appel. Ça a été continué par l'administration Trump, au point où, comme on sait, l'organe d'appel est devenu inopérant, et l'administration Biden a continué dans le même sens. Il y a des négociations sur leur, bon, des négociations, disons à tout le moins des pourparlers en matière de règlement des différends. Et la dernière recommandation de l'administration Biden en matière de règlement des différends, c'était de dire, eh bien, le règlement des différends, ça devrait reposer sur la négociation entre les États. Alors, moi, ça me semble un recul considérable de la part des États-Unis qui ont montré de manière non équivoque qu'ils n'étaient plus du tout commis à un système commercial international reposant sur la règle de droit. Mais au contraire, un système commercial international qui, en même temps, met de l'avant autant que possible des règles qui correspondent aux vues américaines. Et là, je fais une digression. Euh, les, comme on sait, les négociations multilatérales sont au point mort depuis près de 20 ans. Or, les États-Unis avaient, comme pratiquement tous les pays, été allés de l'avant avec la négociation d'accords bilatéraux ou régionaux. Bon, ces accords, évidemment, en matière de règlement des différends, c'est plutôt mince là aussi, mais ils avaient quand même avancé. Or, l'administration Trump n'a pas conclu de nouveaux accords commerciaux, contrairement à l'administration de George Bush et celle de Barack Obama. Au contraire, ils se sont contentés de renégocier les accords, notamment ceux avec la Corée et ceux avec leurs partenaires nord-américains. Et le partenariat transpacifique qui avait été conclu par l'administration Obama, on sait ce qui y est arrivé. Trump dit préférer les accords bilatéraux, mais ils n'en ont jamais conclu véritablement des accords de libre-échange classiques avec des dispositions clés concernant l'accès au marché. Au contraire, l'administration Trump et l'administration Biden ont suivi dans le même sens. L'idée, comme pour les pourparlers indo-pacifiques, c'est de prendre certains domaines en particulier où les États-Unis ont des avantages stratégiques et tenter de voir des règles reflétant les priorités américaines entendues, mais dans des domaines précis, puis encore une fois, avec un règlement des différends plutôt vague et plutôt faible qui permet aux États-Unis de continuer d'interpréter ces règles-là à sa manière. Donc, la libéralisation des échanges avec des éléments d'accès au marché, les accords commerciaux classiques, les États-Unis semblent avoir mis ça de côté au moment où on se parle, ce qui montre encore une fois qu'en matière de politique commerciale, ils ne sont plus du tout commis à ce qu'on connaissait jusqu'à encore il y a peu. Et en matière de règlement des différends, comme je le disais, l'administration Biden à l'OMC, sa position, c'était que le règlement des différends devait reposer sur la négociation entre les États. Bon, ben, ça veut dire que si on ne s'entend pas sur des règles pourtant précises et contraignantes, eh bien, ça va reposer sur les rapports de force. Alors, comment voulez-vous que des États, dans un tel contexte, acceptent de négocier sur des règles contraignantes s'il n'y a aucune garantie qu'à tout le moins ces règles-là pourraient être interprétées et pourraient être mises en place de manière objective, sans pour autant que ça repose sur sur les éléments sur les rapports de puissance. Déjà, dans l'adoption des règles et des dispositions, comme on dit, les rapports de puissance ont toujours prédominé.
ben, à tout le moins, quand les États plus faibles avaient fait des concessions, il y avait quand même une certaine garantie que ces règles-là allaient être appliquées de manière impartiale. On n'est même plus là. On est dans l'unilatéralisme de la part des États-Unis en matière commerciale et avec un souci de ne faire avancer sur le plan dit de la libéralisation que des aspects précis qui répondent essentiellement aux priorités américaines. Alors moi, je suis très pessimiste par rapport à la politique commerciale américaine et à ce qu'on a appelé l'ordre économique et commercial d'après-guerre. Jusqu'à preuve du contraire, non, les États-Unis sont entrés dans un autre paradigme, mais l'essentiel de ce que je voulais faire sortir, c'est que les États-Unis, malgré tout, il faut bien le voir, ont toujours eu une position ambiguë par rapport au commerce. Donc, ce changement de cap, malgré qu'il soit considérable avec des ramifications importantes, n'est pas si nouveau. Ce qui est nouveau cependant, c'est qu'on n'a pas seulement qu'un législatif ou qu'un congrès qui a des tendances unilatérales. Là, dans ce cas-ci, on a une administration qui, elle, est de moins en moins commise, avec, semble-t-il, une concordance de vues à la fois au Congrès et à l'exécutif pour bon, une approche américaine commerciale de plus en plus unilatérale ou de plus en plus sélective, avec la mise en place des règles, si jamais il y avait des règles qui étaient sur lesquelles on pouvait s'entendre entre un nombre limité d'États, euh, qui gardent toute latitude aux États-Unis pour les interpréter selon leur bon vouloir, ne pas dire selon leurs caprices ou selon leurs intérêts à court terme. Donc, rien de vraiment reluisant, me semble-t-il, pour ce qui avait été euh, un ordre mondialisant, ou à tout le moins les États-Unis qui occupaient un rôle de chef de file dans la mise en place de ces règles. Non seulement les États-Unis n'ont plus un rôle de chef de file, mais, me semble-t-il, à l'OMC, au moment où on se parle, ce sont vraiment les États-Unis qui euh, empêchent, sont les principaux responsables qui empêchent les progrès. Et quand ils sont commis à des négociations, on l'a vu à l'OMC, pas à l'OMC, mais à l'OCDE dans un autre cadre, ils y vont pour retarder le processus alors qu'ils n'ont aucune volonté de faire progresser quoi que ce soit. Et on peut même se demander si cette réorientation de la politique américaine, elle est vraiment, au moment où on se parle, tout à fait cohérente, ou si on n'est pas encore dans ce changement de paradigme. Mais moi, je n'ai pas l'impression qu'hormis cette attitude de plus en plus unilatérale, les États-Unis ont nécessairement une vision vraiment claire de ce qu'ils veulent. La seule chose qu'ils veulent et qui semble claire, c'est que personne ne peut imposer aux États-Unis de décisions avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Or, en l'absence d'un règlement des différends efficace, on ne voit pas comment des règles issues de négociations pourraient avancer s'il n'y a aucune garantie, encore une fois, que ces règles-là sont appliquées un coup conclu. Donc, voilà. Moi, je conclurai là-dessus pour le moment. Merci beaucoup, Gilbert. Je vais tout de suite, à moins qu'il y ait des questions très rapides de clarté, de précision des propos de Gilbert, on pourrait tout de suite donner la parole à Jean-Baptiste. Très intéressant. En tout cas, Gilbert, merci. On pourra certainement revenir avec des questions, des discussions à la fin. Alors, Jean-Baptiste, à toi la parole. Merci Michel et merci à tous pour cette opportunité de débattre de ces questions ô combien importantes et pressantes aujourd'hui. Ça change toujours, donc voilà, il y en aura aussi
les éléments à chaud, des réactions à chaud. Moi, je vais présenter, enfin, j'ai structuré voilà, mon propos en deux parties. Une première partie où je vais évoquer voilà, le style de négociation et puis quelques avancées ou pas de l'administration Trump. Et puis, en un deuxième temps, j'évoquerai la question des obstacles à la politique commerciale américaine et les stratégies qui peuvent en découler pour les partenaires commerciaux. Donc, concernant les négociations commerciales, on entend tous parler, bien sûr, d'art de la négociation selon Trump, hein, The Art of the Deal, comme vous le connaissez, euh, qui rejoint ce que... Alors, moi, j'enseignais un cours de négociation il y a une dizaine. J'utilisais la méthode. Et donc, son style rejoint tout à fait ce qu'ils décrivent comme la négociation positionnelle. Alors là, on essaie de négocier. On fait une demande très forte pour après pouvoir baisser. Et lui ne s'en cache pas, hein, c'est tout à fait comme ça qu'il fonctionne. C'est un jeu à somme nulle où le compromis est perçu comme une défaite. Et donc, voilà, en termes diplomatiques, il me semble que ça pose de vraies questions sur les relations des États-Unis au monde. C'est une forme de transactionnalisme nu, pour reprendre les termes de Peter Feaver, qui, à mon sens, marque une vraie rupture avec ce qu'on a pu voir depuis les années 90. Je suis d'accord avec Gilbert qu'il y a toujours eu une ambivalence des États-Unis face au commerce, et même avant l'OMC, hein, pour reprendre, si on reprend l'histoire de la politique commerciale américaine dans sa longue durée. Mais il y avait quand même, il me semble, une stratégie qui était beaucoup plus claire dans l'après-guerre froide. Une stratégie de libéralisation compétitive où les États-Unis pensaient, bah, si on n'arrive pas à libéraliser par la voie multilatérale, on passera par le régionalisme, voire le bilatéralisme, et le tout s'imbrique pour créer des règles internationales, alors qui ne sont pas, c'est vrai que la question de libre-échange, je pense qu'il faut la déconstruire, et il y a toujours eu, ça n'a jamais été, le libre-échange n'a jamais vraiment existé. C'est toujours des règles de l'économie internationale qui ont bénéficié aux États-Unis. Mais il y avait vraiment une véritable stratégie, donc produire des normes globales, que ce soit sur les produits sanitaires, phytosanitaires, sur l'investissement, sur les marchés publics, plus tard sur le commerce numérique ou voilà, sur les normes sociales, environnementales à mesure, Sylvain en parlera peut-être. Mais il y avait quand même une volonté de créer des règles qui bénéficieraient aux entreprises américaines, ou du moins euh, créeraient un état de droit à l'échelle internationale, dominé souvent par les États-Unis, mais où d'autres entreprises pouvaient aussi s'appuyer en bonne connaissance des règles. Aujourd'hui, on est passé de cette stratégie compétitive à une négociation au cas par cas où l'intérêt national est défini de manière vraiment étriquée ou simpliste, je dirais, et qui se décline en plusieurs scénarios. Mais il me semble que cette question de l'état de droit, voilà, il est en véritable délitement tant au niveau intérieur qu'au niveau extérieur. Alors, on parlait pendant la période de mondialisation, même si on peut aussi déconstruire cette notion de judiciarisation du commerce international, de judiciarisation de l'économie politique internationale. Aujourd'hui, je dirais qu'on va plutôt vers une déjudiciarisation où les règles, finalement, bah, c'est le retour de la loi de la jungle et du rapport de force. Euh, et donc, pour en revenir à l'intérêt national, comme le définit Trump, on pourrait se dire, bah, finalement, les États-Unis reviennent à une défense de leur intérêt national stricto sensu, mais c'est vraiment un intérêt qui est défini de manière très étriquée, comme je le disais tout à l'heure. Euh, et dans sa version la plus restrictive, l'intérêt national, finalement, relève, on pourrait dire, de l'intérêt personnel de Donald Trump. Je vous donne un exemple, les négociations avec le Vietnam, qui, à court terme, alors on va voir ce qui sort du chapeau, si je puis dire,
ont poussé le gouvernement vietnamien à déréglementer la création, le développement d'un complexe de golf pour 1,5 milliard de dollars près d'Hanoï. Donc ça, voilà, c'est une tentative de séduction du gouvernement vietnamien qui est en pleine négociation commerciale avec l'administration Trump et qui se dit, bon, ben, peut-être que ça facilitera les négociations. Donc, vous voyez, on passe d'un intérêt où les États-Unis et le commerce international touchait à de plus en plus de sphères réglementaires. Je me souviens que Christian avait écrit aussi là-dessus sur les liens entre les négociations réglementaires et le commerce international. Euh, et là, on passe vraiment à des choses très terre à terre, la négociation de propriété, de développement d'un terrain de golf qui va peser peut-être avec les tarifs douaniers. Donc, vous voyez à quel point l'intérêt national américain a été complètement atrophié, si je puis dire. Et dans une version plus ambitieuse, l'intérêt national américain euh, ouvre des marchés aux exportations américaines. Alors, je pense notamment à l'accord avec le Royaume-Uni, qui reste l'une des seules victoires, entre guillemets, hein, même s'il faut garder aussi prendre des pincettes pour utiliser ce mot. Euh, L'administration Trump voilà, s'est vantée d'avoir conclu un accord historique qui était quand même dans les cartons depuis des années, voire des décennies. Mais voilà que l'utilisation de tarifs douaniers, de ces fameux tarifs réciproques, aurait amené à une certaine, ou aurait accéléré les négociations et Keith Starmer s'est précipité à la Maison-Blanche pour essayer de limiter les dégâts, je dirais, et de négocier un accord voilà, qui bénéficierait aux deux partenaires. Le Royaume-Uni bénéficiant quand même d'un capital de sympathie, je dirais, plus élevé que l'Union européenne, qui reste voilà, un bastion de gauchistes faibles. Je ne peux pas caricaturer, mais c'est un petit peu la perception qu'on a du côté européen. Donc cet accord, voilà, on est quand même dans un accord plus substantiel avec l'ouverture de produits agricoles, enfin l'ouverture des marchés aux produits agricoles américains, notamment les exportations de bœuf. La baisse des tarifs douaniers sur les automobiles britanniques avec quand même un quota à 10%. Euh, voilà, ça reste quand même quelque chose, à mon avis, qui reste à écrire parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a cette forme de déjudiciarisation de la politique commerciale et on se demande si est-ce que cela va être traduit par un accord contractuel auquel les États-Unis nous ont habitués. Euh, voilà, je dirais qu'il est trop tôt pour dire, voilà, la diplomatie trumpienne a marché, tant parce qu'on attend de voir la publication de ce texte, et puis deuxièmement, il reste à savoir aussi comment le peuple britannique va réagir quand on sait que l'ancien projet d'accord de libre-échange avec les États-Unis avait suscité un tollé au Royaume-Uni avec des manifestations contre les poulets javellisés, le bœuf aux hormones, etc. Donc là encore, prudence, même si on pourrait dire c'est peut-être une première victoire. Euh, mais prudence parce que l'administration Trump a tendance à présenter comme une victoire un retour au statu quo ante, c'est-à-dire le rétablissement de relations commerciales que Trump aurait lui-même mises à mal ou déstabilisées. Donc ça fait partie, je dirais, de ses caractéristiques, c'est qu'il a tendance à faire tout exploser, et puis quand il revient, on en retourne à la normale. Il dit, eh ben, vous voyez, j'ai réussi. Et un autre exemple de ce type, c'est la Chine où finalement bon, l'accord avec la Chine n'a rien résolu. Et finalement, il a présenté ça comme une sorte de victoire dans les négociations, un rétablissement diplomatique, alors que bah, il y avait jusqu'à présent voilà, une sorte de confrontation qui était là, mais les politiques de Trump avaient bien aggravé les choses. Là où Trump a réussi, je dirais, c'est ben, de deux petites victoires. La première, c'est d'inonder les médias, bien sûr, et ça fait partie de sa stratégie explicite, hein. Si vous lisez et vous écoutez quelqu'un comme Steve Bannon, qui était conseiller, mais qui garde quand même une influence de l'administration Trump, même s'il est moins dans le cercle rapproché aujourd'hui, mais
Voilà, lui, il a toujours dit, ça fait partie il faut inonder les médias, que les médias n'aient pas le temps d'analyser telle décision, on passe à autre chose. Donc ça fait vraiment partie de leur mode opératoire. Et il me semble que là-dessus, ils ont réussi, alors pas simplement en politique commerciale, mais sur d'autres thématiques. Et je pense que c'est aussi notre rôle en tant que chercheur de voir ce qui se cache derrière les annonces. Alors, pas toujours de courir après la dernière annonce de Trump, mais aussi de regarder les angles morts de cette politique commerciale. Et quand on regarde, par exemple, ce qui se passe en Amérique latine, on se dit qu'il y a aussi des angles morts, des choses dont on ne parle pas autant que les rapports États-Unis-Europe, États-Unis-Canada, États-Unis-Chine. Mais on voit on peut se demander si les États-Unis sont en train de perdre l'Amérique latine au profit de la Chine, qui continue à investir massivement, là, récemment tenait encore son sommet Chine-Amérique latine, de l'Europe qui avance ses pions avec la conclusion de l'accord du Mexique, le retour alors de l'accord Mercosur, ça reste un point d'interrogation, mais je dirais il est revenu en grâce, voilà, peut-être pas en France, mais voilà, il est un peu plus populaire qu'il ne l'était avant l'annonce des accords, des fameux tarifs réciproques de Trump. L'autre élément où Trump a réussi, à mon avis, c'est diviser le système économique international et à contraindre chaque puissance à venir négocier séparément. Alors moi, c'est quelque chose qui me sidère littéralement. J'en parlais avec Stéphane Paquin récemment et on se disait il faudrait qu'on publie une tribune entre Européens, Canadiens, peut-être Mexicains pour dire mais qu'est-ce que vous faites? N'allez pas dans l'antre américaine négocier tout seul. Pourquoi vous ne faites pas appel vous ne faites pas front commun face à ces négociations? Et c'est assez consternant, je dirais, de voir que chacun va essayer de négocier ses propres intérêts et tomber finalement dans le panneau de l'administration Trump et quelque part légitimer cette notion de tarif réciproque qui n'ont de réciprocité que le nom. Et donc là, je crois que c'est une réelle victoire diplomatique de Trump d'avoir su diviser tous ces pays. Et on voit que ça révèle d'autant plus clairement ce qu'on peut décrire comme la mort cérébrale de l'OMC que Gilbert décrivait tout à l'heure qui n'a plus de fonction, mais même d'un point de vue symbolique, n'arrive pas à mobiliser ses acteurs pour dire défendons le droit international. Alors, il le fait de manière peut-être plus discrète et moins frontale, mais pour moi, c'est quand même quelque chose assez surprenant. Même si, voilà, il y a quand même des rapprochements entre le Canada et l'UE, des jeux d'alliance, mais il me semble que là-dessus, Trump a quand même réussi. Alors, je termine enfin, avec quelques mots sur les obstacles et les stratégies qui pourraient mettre à mal l'offensive protectionniste de Trump. Alors, je ne me risquerai pas à parler d'obstacles au sein de l'exécutif parce qu'il me semble qu'il ne mériterait pas d'être cité si la dimension orwellienne de l'administration américaine n'était quand même pas frappante. Donc, je vais quand même citer les propos de Stephen Miller pour illustrer la manière dont l'opposition interne au sein de l'administration Trump a véritablement disparu. Vous en avez conscience, mais je crois que c'est quand même assez choquant de voir aujourd'hui que des décisions voilà, aussi importantes que l'imposition de tarifs au reste du monde ne sont plus débattus de manière ouverte et transparente et que on observe voilà, différents membres de l'administration Trump justifier post facto tout et son contraire. Et donc je reprends juste une citation, il y en a plusieurs, mais celle-là, j'ai sélectionné celle-là qui m'avait paru intéressante de Stephen Miller. Uh, je vous la fais en anglais, mais d'abord. You have been watching the greatest economic master strategy from an American president in history. Donc le plus grand coup de maître, la plus grande stratégie de l'histoire de la présidence américaine, voilà, pour justifier l'imposition de ces tarifs douaniers. Euh, donc, les obstacles à sa politique ne se trouveront pas au sein de l'exécutif. Ils ne se trouveront pas non plus au Congrès, où les républicains préfèrent sacrifier leur pouvoir constitutionnel. Rappelons encore une fois que le pouvoir
de négociation, enfin, la conduite de la politique commerciale, d'un point de vue constitutionnel, revient au Congrès. Mais le Congrès aujourd'hui a non seulement abandonné ses prérogatives en matière commerciale, mais aussi son propre pouvoir législatif face à Trump qui gouverne par décret. Euh, et donc, voilà, on peut difficilement attendre un obstacle à sa puissance, au moins avant les midterms. Peut-être que les midterms de l'année prochaine changeront un petit peu la donne, mais pour l'instant, voilà, je dirais qu'il a toute liberté de continuer à avancer. Euh, Plus frappant, je dirais, c'est l'opposition démocrate et sa timidité. Alors, certes, de plus en plus affirmée, mais qui continue à souffrir d'une forme de paralysie ou de terreur. Et je crois que c'est en partie lié à son ambivalence sur ces questions de tarifs douaniers. Comme le rappelait Gilbert tout à l'heure, Biden a aussi sa part de responsabilité dans l'unilatéralisme américain, que ce soit sur les droits de douane qu'il a perpétués, sur son rapport à l'OMC. Donc les démocrates voilà, sont divisés sur ces questions de protectionnisme, et malgré des velléités de projets de loi visant à encadrer les prérogatives de Trump, voilà, on est loin d'une véritable contre-offensive. Le pouvoir judiciaire est-il un obstacle? Alors, on l'a vu hier et aujourd'hui, on pourrait le penser finalement avec la- la- la commission sur le commerce international qui dit à Trump, vous ne pouvez pas utiliser la loi de 77 et parler d'urgence économique pour imposer n'importe quel tarif. Mais là aussi, on peut être sceptique à plusieurs égards. D'une part, parce que Trump a déjà fait appel. Deuxièmement, parce que cette décision risque de se terminer dans les mains de la Cour suprême qui, comme vous le savez, a une perception de l'exécutif unitaire. Enfin, c'est la doctrine de l'exécutif unitaire qui a tendance à donner raison plutôt au président, et puis qui, avec son arrêt sur l'immunité présidentielle, a fait entendre que Trump pouvait ignorer finalement le cadre constitutionnel et qu'il avait une forme d'immunité dans le cadre de ses fonctions. Et Trump, d'ailleurs, a ignoré certaines décisions de justice. Je pense notamment à la décision sur Abrego Garcia et en matière d'immigration. Donc, on peut se dire que le pouvoir judiciaire n'est pas encore à la hauteur pour endiguer le pouvoir exécutif. Alors là où les obstacles pourraient, je dirais, émerger, ce sont du côté des milieux d'affaires qui commencent à se faire entendre, que ce soit les petites entreprises, les grandes entreprises aussi. Vous imaginez que la distribution des entreprises comme Walmart sont directement impactées par ces décisions et par cette instabilité, cette incertitude. Les consommateurs, on a vu aussi, si on regarde les chiffres de l'opinion publique, les consommateurs se tourner contre l'imposition de tarifs. Donc ça, je dirais qu'à court terme, on devrait cet été déjà voir la hausse des prix. Si elle se confirme, cela pourrait aussi ralentir ou réfréner les ambitions protectionnistes de Trump. Et puis enfin, l'autre obstacle qui aujourd'hui, à mon sens, est l'obstacle le plus significatif, ce sont les marchés financiers, tant avec la chute à court terme des actions, mais aussi voilà, tout ce qui est marché des obligations et la manière dont finalement les marchés n'ont plus confiance dans les bons du Trésor américain, ou de moins en moins confiance dans les bons du Trésor et dans le dollar. Et donc ça, c'est une donnée nouvelle, à mon avis, qu'il faudra suivre dans les 2 années si l'on observe la politique euh, commerciale. Voilà, j'en termine ici et je vous remercie pour votre attention. Merci Jean-Baptiste, toujours très intéressant. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de mots qui se répétaient, notamment obstacle, mais il n'y en a pas beaucoup. Et la division, donc on pourra revenir dans la discussion plus tard. S'il n'y a pas de questions rapides de précision sur les propos de Jean-Baptiste, on pourrait passer à l'intervention de Sylvain Zini, que je remercie d'avoir accepté notre invitation.
Oui, bonjour à toutes et tous. Merci de m'avoir sollicité pour faire une petite présentation. Je vais déjà remercier Gilbert et Jean-Baptiste pour leurs propos. Je vais essayer d'apporter quelques éclairages sur ce que j'ai perçu des dernières tendances de la politique commerciale américaine. Alors, je vais commencer par regarder un petit peu euh, ce qu'on peut dire des prémices de ce qui se passe au niveau de l'actuelle politique commerciale de Trump et un mini comparatif avec ce qui s'est passé dans les premières années de son premier mandat. On peut y voir une continuité et beaucoup de ruptures. La continuité, ce serait, à mon avis, l'obsession pour avoir passé au travers de toutes les décisions de Trump dans les 4 premières années, une obsession à l'égard de la Chine qui se répète cette fois-ci. Et une deuxième chose qui revient de façon systématique, mais qui transcende le mandat de Trump, c'est une obsession pour protéger l'acier et l'aluminium. Mais comme je le dis, ça, c'est pas juste Trump, hein, ça remonte, ça, je pense qu'on pourrait y aller avec 50 ans d'histoire. On pourrait rajouter le bois d'œuvre, n'est-ce pas, Gilbert? Et là, on a à peu près la panoplie des secteurs que les États-Unis essayent de protéger d'une façon ou d'une autre depuis 50 ans. Donc, c'est pas l'administration Trump là-dessus n'innove pas, elle fait juste muscler davantage ce que d'autres présidents ont fait à diverses occasions. Mais oui, la Chine est au centre, je dirais, de l'obsession de l'administration Trump. Donc ça, c'est ce que je peux relever comme continuité. Là où il y a, à mon avis, des changements significatifs dans ce que fait l'administration Trump depuis qu'elle est arrivée, euh, le- l'élément structurant, à mon avis, c'est le changement de méthode. La première version de Trump, si je la résume, bien évidemment, je dirais l'espèce de spectre protectionniste a toujours été, je dirais, là, dans les outils de gouvernance privilégiés par l'administration Trump, mais dans le premier mandat, très rapidement, l'ensemble des initiatives s'en allaient dans des voies bilatérales, des négociations bilatérales. Et effectivement, Jean-Baptiste a raison de dire que même à ce moment-là, chacun savait qu'il allait passer son mauvais quart d'heure à négocier avec l'administration Trump tout en ayant des négociations plus ou moins de bonne foi, avec beaucoup de muscles, et qui marquaient un ensemble donc de négociations, de renégociations. Il y a eu l'Union européenne, il y a eu le Japon, il y a eu la Corée, entre autres choses. Et il y a eu ce fameux accord bilatéral avec la Chine qui était supposé résorber le déficit commercial. Hein, 5 ans plus tard, on sait ce qui est arrivé. Hein, les ambitions et la réalité n'ont pas nécessairement fait cause commune. Et de l'autre côté, donc ça, le bilatéralisme. Et l'autre côté, élément central de la version Trump 1.0, malgré tous les défauts et qu'une partie significative du mandat s'est accompagnée d'une autorité de négocier qu'il avait réussi à obtenir du Congrès et qui faisait que, pour une bonne part, hein, les canaux par lesquels la politique commerciale passait étaient cette autorité de négocier du Congrès et des lois 301, Super 301, etc., qui sont unilatérales, mais qui sont, je dirais, dans le bailliage traditionnel de ce que font les politiques commerciales à travers le temps, en les utilisant de façon plus prononcée que les autres administrations. Hein, donc, ça, c'était la première version de Trump. Et la deuxième version qui, à mon avis, répond à un changement de paradigme, pas juste sur la politique commerciale, mais sur la façon de gouverner, hein, c'est d'y aller vers des pouvoirs spéciaux et de réclamer à une autorité complète et pleine et entière de l'exécutif, qui peuvent aller d'une dérive autoritaire en se basant sur le mandat démocratique qu'il aurait obtenu des élections pour outrepasser toutes les règles possibles et imaginables à ce titre, hein, la fameuse section 232 qui devient l'occasion
Est-ce que le président s'est levé de mauvaise humeur? Donc, c'est une urgence nationale, donc il faut invoquer la section 232. Donc, on est rendu à justifier tout et n'importe quoi sous le motif de l'urgence. Et ça, ça pose un problème spécifique, hein, puisque Gilbert parlait des règles et de comment on essaie d'établir des règles. C'est quoi un motif d'urgence? Quelles sont les limites, les balises de ce que peut être un motif d'urgence? C'était un peu le sens des deux décisions des tribunaux qui ont été données avant-hier et hier, qui permettent éventuellement de réfléchir sur les balises sur lesquelles doivent reposer le motif d'urgence et qui semblent manquer, à mon avis, et devraient amener à une grosse discussion sur ce que peuvent être des motifs d'urgence. Mais plus spécifiquement, l'une d'entre elles ayant déjà été suspendue en appel, ça amène justement une question sur la capacité du gouvernement à outrepasser je dirais, les balises juridiques et constitutionnelles qui encadrent son action et auquel cas, ben, le principe fondamental sur lequel reposait le soulagement de la plupart des observateurs durant le premier mandat de Trump, à dire, ben, il y a quand même, on n'est pas dans l'Allemagne de Weimar, on n'est pas dans un régime complètement affaibli et très peu renforcé par un état de droit. Ben, là se pose la question à savoir si cette fois-ci, ben, ce système juridique constitue un contre-pouvoir effectif et efficace, hein, face à une forme d'autoritarisme qui semble vouloir passer outre toutes les règles établies. Hein, donc là, on a véritablement un test. Je ne sais pas jusqu'à quel point, on parlait tout à l'heure de la Cour suprême, on va avoir une option béni oui oui de la chose ou véritablement jouer un rôle d'arbitre des règles constitutionnelles. Ce sera l'objet d'autres épisodes dans cette saga de jusqu'où Trump peut aller dans sa prise de décision et dans les mécanismes. Donc, je dirais que les deux éléments structurants, c'est on est passé d'une forme de bilatéralisme musclé à une forme d'unilatéralisme extrêmement autoritaire, le tout renforcé par, je dirais, la totale absence de mécanismes juridiques justifiant les positions. Je rappelle encore une fois que les premières administrations avaient des dispositions juridiques qui lui permettaient d'agir constitutionnellement, alors que celle-ci le fait de façon complètement autoritaire et pas juste en matière commerciale, mais à peu près dans tous les ordres de décision. Et la question se pose, hein, jusqu'où le Congrès accepte, hein, d'être cette chambre de validation de cet autoritarisme. La question va se poser dans les prochaines semaines aussi, à savoir si les membres du Congrès, fût-ils républicains, ont aussi décidé, hein, de laisser aller sans prendre en considération leurs propres compétences. Donc tout ça, bien évidemment, ça amène un certain nombre de questions sur la capacité à renverser, je dirais, l'espèce de chaos chronique qui accompagne la politique commerciale de Trump, et pas juste la politique commerciale. Ça amène à une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire. En passant, juste un petit mot sur l'intermède Biden. Euh, j'ai beaucoup entendu de commentateurs parler des échecs de l'administration Biden. Je rappellerai quand même un certain nombre de choses sur cet épisode-là. Premièrement, euh, au niveau de la politique commerciale, si je dois signifier son mandat, c'est que ce n'était pas la priorité de l'administration Biden. La dimension interne et la volonté de mettre en place des politiques industrielles était peut-être précédente, même s'il y a eu des initiatives. En passant, on a parlé de l'Indo-Pacifique, mais il y avait aussi des initiatives qui visaient les Amériques, qui étaient complètement nouveaux depuis quasiment 20 ans, et qu'on a laissé de côté. Et l'autre chose qu'on a oublié, euh, euh, c'est un petit peu ma marotte, mais
la quantité de décisions de l'administration Biden et de l'administration commerciale en particulier s'appuyer sur le non-respect des droits des travailleurs. Je citerai au moins une trentaine d'initiatives visant à connecter travail et commerce, qui est peut-être l'administration qui a été la plus proactive dans l'histoire de la politique commerciale des États-Unis sur la question. Je laisse ça de côté. Ça peut paraître un épiphénomène, mais c'est quelque chose d'assez significatif, à mon avis, sur le mandat que s'était donné cette administration-là. Euh, pour revenir à la politique commerciale de Trump et terminer rapidement, euh, à mon avis, on a tendance dans cette espèce de chaos où est-ce que effectivement une décision n'attend pas une autre pour venir bousculer l'agenda journalistique, à être le nez collé sur chacune des décisions prises individuellement. Et je pense que on ne doit pas économiser en tant que chercheur la volonté de se poser la question comment ça se fait que une administration aussi discutable, pour être très poli, que celle qui est au pouvoir l'est. Hein, et ça nous amène, à mon avis, à réfléchir sur tous les malaises qui touchent la société américaine et en passant c'est comme le nuage de Tchernobyl, hein, ça ne touche pas que la société américaine. Je signalerai au passage que beaucoup dans des régions rurales, il y a un certain appétit pour le Trumpisme au Canada et au Québec, et en passant que les régions européennes, elles aussi, hein, sont aux affres avec des variantes populistes d'extrême droite à peu près partout, hein, et dans tous les pays, et les dernières élections dans différents pays n'ont fait que confirmer cet appétit pour une espèce de volonté de remettre en question le, le- le paradigme prévalent d'une certaine façon, d'une mauvaise façon, il faut le dire, mais c'est quand même significatif d'une lame de fond qui fait que peut-être l'ordre dont on parle, hein, l'ordre qui se base hein, sur ce contexte de la mondialisation et sur les règles qui l'ont établi, font et posent un certain nombre de malaises que les courants politiques, je dirais, prédominants, ceux qui ne sont pas de cette forme d'extrême droite plus ou moins assumée, n'ont que probablement très mal répondu à, à un ensemble de malaises réels et qui ne repose pas uniquement sur euh, l'obsession de toutes sortes de bêtises sur lesquelles ces organisations conservatrices mettent l'emphase, hein, toutes les obsessions anti-groupes minoritaires divers et variés, anti-DEI, etc., mais repose aussi sur un malaise socio-économique auquel il serait peut-être intéressant de se pencher. Et pour terminer, puisque je crois qu'on avait aussi une petite ouverture sur la situation Québec-Canada, et je voulais faire un petit point là-dessus. Pour ce qui est du Québec et du Canada, depuis les années 80, je pense que le- l'obsession des gouvernements divers et variés a été de faire reposer l'essentiel de la politique économique sur la politique commerciale, ce qui a permis de maintenir le degré d'ouverture de l'économie canadienne, qui a permis d'accéder au marché et d'assurer le développement de l'économie du Québec et du Canada. Et à ce point de rupture auquel on assiste, si je devais donner, je dirais, quelque chose, un éclairage hein, sur la situation, euh, peut-être que ce serait le temps d'arrêter de mettre exclusivement l'emphase sur la politique commerciale et se poser la question, par exemple, davantage sur des problèmes de politique industrielle, sur la façon d'organiser les secteurs à l'échelle canadienne et à l'échelle québécoise, sur la façon peut-être d'enrichir la valeur ajoutée. Puis on parlait j'ai entendu dire que le nouveau gouvernement voulait faire de la productivité un de ses éléments phares. Ben, ça fait 30 ans qu'il aurait fallu s'y attaquer et c'est pas trop tôt pour en discuter. Le tout dans un contexte où on le sait qu'on est aussi face à une possible rupture écologique et qu'en conséquence, au lieu de
reculer les dates à laquelle on va faire son programme de, euh, de, de transformation face au réchauffement climatique. Il faudrait peut-être mieux l'accélérer. Hein, c'est pas parce que une administration a décidé d'ignorer le réel qu'on est obligé de faire la même chose et de se mettre le nez devant le mur et d'atterrir dans la catastrophe dans 10 ou 15 ans. Donc, ce serait l'occasion, ce renouveau de la politique industrielle, peut-être pour combiner hein, cette question de- d'améliorer la productivité avec la transformation de l'économie qui est nécessaire. Voilà ce que je voulais dire assez rapidement et je laisse la parole. Merci à vous. Un grand merci, Sylvain Zini, pour ces remarques fort intéressantes. Euh, je me suis pas empêchée de penser à ce processus de destruction créatrice. Est-ce que c'est ça qui est à l'œuvre? Est-ce qu'il faut tout casser pour... on pourrait se poser la question, est-ce que l'administration Trump cherche justement à lever tous les obstacles pour cette transformation en profondeur de leur économie, que ce soit pour éviter le déclin ou pour jeter les bases d'un renouveau industriel qui est basé plutôt sur les nouvelles technologies. On pourrait en parler longtemps de ça, mais merci pour ces remarques. Euh, Excusez-moi, j'ai vraiment pas de voix aujourd'hui. Christian Debloc, j'ai réussi donc dans le chat, dans les discussions, les conversations, j'ai mis le texte donc qui s'appelle ADN, Amérique du Nord. Donc ça porte, je pense que tu souhaitais peut-être dire quelques mots sur ce texte et peut-être rebondir sur quelques idées qui ont été énoncées. Je pense que ça rebondit beaucoup sur ce texte aussi, là, dans certains des aspects des présentations. Alors, Christian, je te donne la parole. Oui, merci Michel de me laisser un peu de temps. Je remercie les collègues également qui ont parlé avant. Je suis assez d'accord avec les positions. Je serais peut-être plus nuancé, peut-être parce que sur la question des ambiguïtés commerciale, l'administration américaine, je ne connais aucun pays qui a une position claire sur le commerce. C'est le monde de l'hypocrisie, le commerce. Chacun défend ses intérêts et il y a peu d'amis, comme on le sait. Donc, c'est toujours les autres qui sont protectionnistes et nous, on est vraiment les saints des saints, quasiment. Donc, il y a une ambiguïté qui est assez générale. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, on a quelque chose qui est très visible. On a un pays qui se déclare littéralement protectionniste, entre guillemets, mais bon, je poserai la question, et les autres? Et les autres, surtout ceux qui critiquent le plus. Et je rajouterais même qu'il y a une ironie, je dirais, à l'heure actuelle, de voir celles et ceux qui dénonçaient le libre-échange il y a quelques années s'énerver à l'heure actuelle par les politiques protectionnistes de Trump, parce que finalement, on a le contraire du libre-échange aujourd'hui. Donc, ça amène des réflexions. Mais peu importe, il y a un point sur lequel je pense que c'est Jean-Baptiste qui a insisté beaucoup. C'est l'idée qu'avant, il y avait quand même une cohérence dans la politique commerciale américaine. Il y avait des variantes, oui, selon qu'on était républicain ou démocrate, mais il y avait quand même une cohérence, je dirais, d'ouvrir les marchés. Et dans ce sens-là, c'était, comme je l'avais énoncé déjà il y a 2 semaines, c'est comme une sorte de fuite en avant là-dedans. On a des problèmes, mais si on va aller encore plus loin et on va régler ces problèmes-là. Et là, on s'est rendu compte finalement que les problèmes ne se réglaient pas, et notamment le déficit qui devient extrêmement lourd pour les États-Unis. Et également aussi, le point, je pense qu'il faut pas, il faut employer les termes tels qu'ils sont. Ne parlons pas d'obsession de la Chine, parlons plutôt carrément de la montée en puissance, en forte puissance de la Chine, y compris en Amérique du Sud, y compris également dans toute l'Asie. Toutes les chaînes de valeur sont liées à la Chine. On a D'ailleurs, c'est un des problèmes que je ne sais pas comment ils vont régler ça du côté américain, mais on peut bien réduire notre commerce avec la Chine, mais si finalement ce commerce il passe par le Vietnam ou qu'il passe par le Mexique, on est guère avancé. Alors ça, je pense que c'est un point
à mon avis, est fondamentale, c'est que cette cohérence qu'on avait minimale autour de ce modèle que j'ai appelé internationaliste, on l'a plus aujourd'hui. Ça a été littéralement jeté à terre par Trump, version 1, version 2, et même, ça n'a jamais été repris par l'administration Biden. Et ça, pour nous, finalement, pour le Canada en particulier, mais également aussi pour le Mexique, ça nous pose une question. Qu'est-ce que veulent exactement les États-Unis? Là, ce point-là est loin, loin, loin d'être clair. En fait, il voit quelque chose qui se passe du côté de la Chine. Il voit que la Chine a réussi. Dans le fond, il souhaiterait adopter le même modèle que la Chine, de voir un peu, dans le fond, de suivre ce modèle-là. Je ne pense pas que ça se passe au niveau de Trump lui-même, mais je pense qu'il y a quand même un certain nombre de personnes, euh, notamment si vous vous souvenez, Lighthizer, qui n'est pas là, mais il y a son bras droit qui est là, Greer qui est là, des personnes qui, en fond, essaient de réfléchir à ça. Dans le fond, comment l'Amérique pourrait se reconstituer, se restructurer finalement autour d'un modèle, dans le fond, qui a fait la réussite de la Chine et d'autres pays. Donc, je pense que c'est un peu cette période-là de forte, forte hésitation qui existe à l'heure actuelle, mais de manière, je dirais, très problématique. Tout le monde se focalise sur ces tarifs réciproques. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste a tout à fait raison de dire vraiment c'est une réussite. Tout le monde va dans son coin, tout le monde essaie de négocier avec cette administration-là. Et on est tout content parce que quand on va aller faire un golf avec Trump ou qu'on va être à la Maison-Blanche, mais ça, il vaut mieux pas trop s'y risquer parce qu'il y a toujours des mauvaises surprises quand on y va. Mais je pense que c'est un point qui est important, mais qui nous pose, dans le fond, le problème, au Canada en particulier. Qu'est-ce que l'administration Trump veut exactement? Et pourquoi je pose cette question-là? Parce qu'on le voit bien, au niveau canadien, je dirais, on a trois enjeux majeurs, trois défis majeurs. Le premier, ben, veuille ou ne veuille pas, on est lié aux États-Unis. Ça, regardez le poids du commerce, le poids des échanges, les études même d'affaires mondiales qui montrent que les entreprises québécoises ou canadiennes qui commencent par penser en termes de développement de marché aux États-Unis ont des meilleures chances de réussite que les autres. Donc on voit bien qu'il y a cet effet d'attraction finalement qu'exerce le marché américain auquel on peut difficilement échapper et qu'on doit dans le fond pouvoir protéger, qu'on va pouvoir conserver. Donc ça implique une négociation qui est d'autant plus forte que bientôt il y aura l'évaluation de cet ASEUM. Quand exactement, on sait qu'il y a une date limite, c'est le 1er juillet l'année prochaine, mais du coup, on va-t-on négocier là-dessus? Qu'est-ce qu'on va regarder? On va faire les évaluations. Et là-dessus, moi, je vous rappelle quand même un point. C'est que depuis le moment où le Canada s'est tourné vers les États-Unis, depuis le moment où on a abandonné, dans le fond, notre modèle national, hein, je vous rappelle la commission de McDonald's à ce propos-là, qui a, dans le fond, mis un terme aux politiques nationales, à la politique industrielle, pour préconiser la politique de la concurrence, et surtout qui a mis de l'avant le libre-échange. Ben, depuis ce temps-là, finalement, notre économie n'a fait que s'intégrer toujours davantage à celle des États-Unis. Et c'est la même façon également l'économie mexicaine. Et le dernier, finalement, la négociation de la CEUM a quand même été très révélatrice de cela. Pendant qu'on s'énervait, encore une fois, je me répète là-dessus, pendant qu'on s'énervait sur la question du beurre, la question du bois d'œuvre, etc., ben pendant ce temps-là, les Américains, ils ont placé une petite vitre avec la question du commerce électronique, avec les questions d'Internet, avec les questions surtout de la réglementation. Donc, on a encore un pas de plus de cette intégration-là. Donc, à l'heure actuelle, il faut vraiment qu'on sache dans ces discussions, dans ces évaluations, quels sont les enjeux que veulent les Américains. Et là-dessus, d'ailleurs, on le voit très clairement, les milieux d'affaires, oui, s'énervent par rapport à Trump, mais ils sont mobilisés aussi, notamment ceux des services, dans les services. Ils réclament plus de fluidité, ils réclament la suppression des taxes sur l'Internet, que sais-je, le commerce électronique. Il y a des demandes très précises qui sont acheminées à Washington. Et je vous signale en passant que la Chambre de commerce du Canada y est très favorable. Donc là, il faut vraiment se préparer, je dirais, pour la négociation, d'avoir des positions assez claires et c'est pas sûr qu'on les a encore pour le moment. Même si ça fait quand même déjà un bon bout de temps qu'on se prépare à cette discussion sur l'évaluation de l'ALENA.
Ça m'amène à un deuxième point. Cette évaluation de l'ALENA, d'ailleurs, en passant, je vous signale, le Mexique est très, très favorable à garder la COM, pardon, excusez-moi. Le Mexique fait les pieds et des mains pour qu'on conserve cet accord-là. Mais nous, pendant ce temps-là, est-ce qu'on négocie avec le Mexique? Est-ce qu'on se tourne vers le Mexique? Est-ce qu'on va à Washington avec eux? Et là, je rappelle ce que disait d'ailleurs Jean-Baptiste tout à l'heure. On est chacun dans son coin. Ça, c'est la pire des situations dans lesquelles on peut se trouver. Alors, le deuxième enjeu pour moi qui est fondamental, c'est justement, et Sylvain l'évoquait, il faut repenser notre politique industrielle. Mais sachons quand même deux choses. La première, c'est qu'on a perdu beaucoup de nos instruments. Hein? Ben oui, on n'a plus de politique industrielle au Canada, disons-le tel quel, là. Hein, c'est mort avec la mort du Conseil des sciences du Canada. Et la commission de McDonald a dit, il n'y a pas besoin de politique industrielle, on a une politique de la concurrence. Là, il faut repenser cette question de qu'est-ce qu'on veut développer comme secteur. Ça a été évoqué tout à l'heure, mais je prendrai un exemple pour moi caricatural. Caricatural. L'aluminium. L'aluminium, on exporte en masse vers les États-Unis de l'aluminium. Mais qu'est-ce qu'on importe en contrepartie? Ben, des canettes. Des canettes, même les canettes qu'on recycle, elles partent aux États-Unis. Je trouve ça choquant. C'est pas normal. On n'a pas d'usine de recyclage, on n'a pas d'usine de fabrication. Voilà les problèmes qui se posent aujourd'hui. Mais de manière plus centrale, je pense que si on veut réfléchir en termes de politique industrielle, politique économique à long terme, il y a deux éléments qui me paraissent, je dirais, prometteurs. Ben, c'est d'abord la question des ressources. On y revient toujours au Canada. Et surtout, je dirais, on a des ressources comme l'électricité, mais également aussi les terres rares. Ça, c'est un élément qui ressort de plus en plus et on commence à en voir l'ampleur. Et ça, c'est un élément certainement que les Américains vont vouloir mettre la main dessus. Et l'autre élément qui me paraît aussi très prometteur, comme je l'ai dit dans mon texte, il ne faut pas qu'on se trompe de révolution industrielle. Aujourd'hui, la révolution industrielle, c'est dans les services. C'est dans le service commercial. Et là, il y a quand même des indicateurs qui montrent que le Canada se débrouille pas si mal en termes maintenant d'exportation. On dégage même des excédents, ce qui est quand même assez nouveau. Et on a quand même des présences de ça, des services commerciaux canadiens, notamment, je dirais, au Mexique ou en Europe. Donc voilà des éléments sur lesquels il faudrait se pencher, plus que dans le fond essayer de rebâtir une politique industrielle d'un autre temps, finalement, qui n'est quasiment plus possible. Et enfin, si vous me permettez, pour terminer, une troisième remarque que je fais, je dirais que j'ai souvent dit que l'ALENA, ça avait été un temps d'apaisement dans nos relations. Ça avait été quelque chose, dans le fond, on a eu un climat apaisé que les États-Unis. Il y a toujours eu des conflits, si on s'entend là-dessus, le bois d'œuvre, entre autres, mais les conflits ont été limités. Mais par contre, oui, c'était tellement apaisé qu'on s'est assoupi, qu'on s'est endormi. On s'est endormi sur nos lauriers, parce qu'au fond, ça marche bien avec les Américains. Oui, mais je rappellerai une chose. Je rappellerai finalement ce que nous disait il y a quelques années de ça, Pierre Fortin, hein, l'économiste Pierre Fortin. Compter sur le taux de change, un taux de change faible, c'est de la paresse. C'est de la paresse. Et si vous regardez ça, je pense qu'aujourd'hui, le Canada mise beaucoup sur son taux de change sous-évalué. Il y a une forme de paresse, je dirais, de politique là, plutôt que de développer la technologie, développer la productivité. Ben, on compte sur un cadeau de change de combien? 75 sous, là? Bon, je ne sais pas combien il est exactement, mais ça ne marche pas comme ça, la productivité. Ça prend fondamentalement des investissements. Et ça, les investissements, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Point. That's all. Les investissements, même canadiens, on préfère aller investir aux États-Unis plutôt que d'investir au Canada. Ça va pas, ça. Et l'autre élément, ça va être mon point final, qui demande également de réflexion. On a passé notre temps à négocier des accords de commerce avec à peu près la planète entière. Ouais, ouais. Mais qu'est-ce que ça représente, ce commerce-là, notre commerce total, au bout de la ligne? Qu'est-ce qu'on a fait pour développer nos échanges? Qu'est-ce qu'on en fait quand les États-Unis ne sont pas là? Quand le bulldozer américain n'est pas là pour déblayer la route devant nous? Rappelez-vous les difficultés qu'on a eues à négocier un accord avec l'Europe.
Les Européens ne comprenaient pas. C'était leur intérêt pour eux de négocier un accord de libre-échange avec le Canada. Mais c'était quand même une réussite, cet accord-là. Et que je veux simplement souligner ce sera mon dernier point final, ben, on a quelques accords qui méritent d'être développés, qu'on mérite qu'on s'y attache beaucoup plus d'importance, notamment l'accord avec l'Union européenne. Mais également aussi, n'oublions pas notre partenaire historique, le Mexique. Arrêtons de prendre le Mexique de haut. Le Mexique aujourd'hui est le deuxième et le premier partenaire commercial des États-Unis en Amérique du Nord. Ça, c'est un élément clé. Et du côté, je dirais, si on veut regarder du côté de l'Asie, mais pourquoi qu'on ne mise pas sur de relations historiques avec le Japon, voire même aujourd'hui avec le Vietnam, plutôt que de courir, je dirais, après le lièvre qui s'appelle l'Inde ou la Chine, avec lesquels on a des relations maintenant exécrables. Ben, c'est ça, je pense que c'est des éléments à avoir. C'est quelques éléments-là que je voulais, en quelque sorte, ramener sur la table. Et je vous rappellerai d'ailleurs, juste pour mon mot final, Éric Duchesne, qui n'est malheureusement pas là ce matin, a fait circuler une pétition pour réclamer une commission royale d'enquête, demander au Premier ministre Carney qu'on mette en place une commission royale d'enquête à l'image de la commission de McDonald's. Ben, ce ne serait pas une mauvaise chose, au fond, de prendre notre temps, indépendamment du travail, je dirais, remarquable que font nos diplomates canadiens pour négocier, pour essayer, dans le fond, de trouver des accommodements avec les États-Unis, mais qu'on prenne un peu le temps de réfléchir sur dans quelle direction voulons-nous aller aujourd'hui, puisque finalement la direction du Sud n'est pas forcément la meilleure. Merci. Merci beaucoup, Christian. Je pense que tu as lancé beaucoup de bombes à retardement dans ta présentation. Ben moi, ce qui me frappe, c'est justement le constat de dépendance qu'on a sur les États-Unis. Tout le monde veut faire front contre les États-Unis, notamment le Canada. Je veux bien qu'on réfléchisse à une politique industrielle, mais je ne sais pas si on va pouvoir faire mieux qu'à la Commission McDonald, parce que les faits qui tuent, c'est la dépendance du capitalisme canadien sur les investisseurs américains et l'interconnexion du Canada et la position justement de Staple Economy du Canada. Donc, on revient toujours à ces mêmes constats-là qui sont les constats structurels de comment dire, le type de développement de notre économie. Et moi, je croirais plutôt, si je voulais lancer une bombe là aujourd'hui, je croirais plutôt à négocier justement à travers le Mexique, de faire pression sur les États-Unis pour avoir une mise en commun de politique industrielle plutôt que de subir la politique industrielle américaine et commerciale. Mais encore là, ça, c'est c'est un gros pavé dans la mare en même temps. J'en suis très, très consciente que c'est vraiment pas une perspective que tu vas accepter aujourd'hui de discuter, Christian, comme l'autre fois quand je disais qu'il fallait que les États-Unis collaborent avec la Chine. En tout cas, donc j'ouvre, il reste quelques minutes. J'ouvre la période de discussion. Il y a eu des choses très intéressantes et des idées qui se croisaient aussi. Donc, j'ouvre la période de discussion. Ça fait longtemps qu'on cherche une politique industrielle, puis le constat, c'est que le Canada diminue en productivité, puis en pouvoir, parité de pouvoir d'achat. C'est ça les constats qu'on voit depuis les 30, 40 dernières années quand même, même s'il y a eu des infléchissements. Rémi? Ouais, ben en réaction, je vais peut-être rajouter mon grain de sel, là, si vous me le permettez. Je vais essayer d'être bref, là. Pour moi, il y a une distinction là, dans le contexte actuel entre vraiment le structurel puis le conjoncturel, là. Puis pour comprendre le structurel, je sais que Christian considère que c'est un concept marshmallow, là, mais moi, je considère de considérer, je continue de considérer que le concept de régime d'accumulation est assez utile. Puis pour moi, si on comprend tu sais, ça nous aide à comprendre l'évolution des institutions internationales, parce que pour moi, les institutions internationales sont nécessaire à la reproduction d'un régime d'accumulation. Quand le régime d'accumulation fonctionne plus, ben, les institutions tombent en crise. Puis c'est ce qui est arrivé avec les institutions, mettons, de Bretton Woods, la fin du régime monétaire en 71-73, qui était un peu le pendant du Fordisme. Là, actuellement, le néolibéralisme s'est implanté dans les années 80, puis ces institutions internationales sont la principale, c'est l'OMC. Puis donc, ça nous amène
au point actuel que, ben, pour moi, le néolibéralisme commence à avoir des problèmes aux États-Unis. Et il semble y avoir, de mon point de vue, un consensus pour dire qu'il y a des changements structurels importants qui doivent être faits aux États-Unis dans, appelez ça comme vous voulez, là, la façon d'organiser l'économie, le régime d'accumulation du capital, la façon d'organiser le capitalisme, etc., n'importe quoi. Mais donc, des changements structurels vraiment importants qui doivent être faits. Puis notamment, un des problèmes, ben, c'est la compétitivité là, qui semble être problématique aux États-Unis en comparaison notamment avec la Chine. Pour moi, c'est ça quand tantôt Gilbert, je pense, parlait non, Sylvain disait oui, mais l'obsession de Trump pour la Chine, ben, c'est pas juste Trump, là, il semble y avoir un consensus là-dessus. Puis une des raisons se trouve notamment, a été bien expliquée dans le livre de Klein et Pettis, là, il y a une couple d'années, là, qui s'appelle Trade Wars or Class Wars, là. Puis pour moi, tu sais, c'est la capacité de la Chine à avoir des coûts de production plus bas, puis notamment parce que les salaires sont abaissés. Ça, pour moi, c'est au centre là, de ce qu'il faut comprendre là, pour bien comprendre ce qui se passe. Donc, j'en arrive en fait tu sais, à comparer les trois administrations de Biden 1, pardon, Trump 1, Biden, puis Trump 2. Dans Trump 1 puis Biden, je pense qu'il y a une analyse qui est assez semblable. C'est juste que, tu sais, dans la hiérarchie, l'objectif, stratégie, tactique, les objectifs, les analyses étaient semblables. C'est juste au niveau des stratégies et des tactiques que c'est un peu différent, là. Donc, il y avait une cohérence, là. Je pense que c'est Christian qui en a parlé, qui a parlé de Lighthizer, mais c'est quand on lit son livre, No Trade is Free, mais on voit la cohérence, puis on est capable de comprendre le projet. Tu sais. On voulait réindustrialiser par le protectionnisme. Puis bon, c'est ça qui a mené tu sais, aux différentes politiques, là. Dans le cas de Biden, c'est un peu différent. L'analyse était semblable. Puis pour moi, tu sais, quand Sylvain a parlé de l'initiative Indo-Pacifique, de l'initiative américaine, tu sais, faut ramener ça au concept là, qu'on a inventé à cette époque-là, le friendshoring, ou en français, on a à mon avis, mal traduit ça, le ami-localisation. Euh, puis l'idée dans tout ça, puis quand on mettait l'accent, tu sais, le Worker-Centered Trade Policy, pour moi, l'objectif, c'était pas d'améliorer autant les conditions de travail des ouvriers états-uniens que d'augmenter les coûts de production, puis donc les coûts de salaire dans les États, tu sais, de cet écosystème qu'on voulait créer. Donc, l'idée, c'était de nuire un peu à la compétitivité des autres États de ces nouvelles régions pour rééquilibrer un peu le rapport de compétitivité. C'est la même chose, c'est un autre élément important de ces initiatives-là, c'est l'environnement. Donc, il fallait, tu sais, l'idée était d'augmenter les coûts de production ailleurs, puis potentiellement de fermer l'espace, par exemple, à la Chine, puis donc de créer une nouvelle sorte de régionalisation. Donc ça, pour moi, il y avait une certaine cohérence. Puis ce qui est particulier, puis ce qui distingue l'administration Biden avec celle de Trump actuellement, c'est que quand tu écoutais, Biden était peu présent, mais tu sais, quand tu écoutais Tai, Raimondo, Yellen, il y avait tout le temps une cohérence, là. Puis donc, pour moi, c'est ça qui caractérise là, cette époque-là ou cette administration-là. Le problème avec Trump actuellement, c'est que justement, cette cohérence-là, ça a été souligné, mais on ne la voit pas. Tu sais, on a beaucoup parlé du texte de Stephen Myron. Puis là, on se rend compte, tu sais, il y a 2 semaines, Scott Bessent était en audience au Sénat. Puis on dit, oui, mais qu'est-ce que tu penses de l'idée de Myron de baisser la valeur du dollar? Puis Bessent qui répond, bof. Vous savez, il a dit ça avant qu'il soit élu, là. Donc, pas avant qu'il soit élu, mais avant qu'il soit nommé. Donc, à l'intérieur même, on n'est pas capable de comprendre à l'intérieur même de l'administration, là, quelle est la cohérence. Je reviens quand Jean-Baptiste Velu parlait de l'histoire du Vietnam. 30 secondes plus tard, cet exemple-là m'est venu en tête. Puis il m'est venu en tête en même temps la caricature du dernier numéro de The Economist, où tu vois un avion où il est écrit America First, puis il y a la lettre A, et les lettres RICA qui sont en train de disparaître, puis tout ce qui reste, c'est Me First. Puis je pense que de plus en plus, puis c'est contre-intuitif pour des chercheurs, de plus en plus, je suis en train de me dire que la cohérence à chercher, c'est le patrimoine familial de la famille Trump, puis de Trump Organization. C'est dur à accepter
comme chercheur, parce qu'on est habitué de chercher, tu sais, d'avoir une compréhension qui part vraiment, tu sais, soit de l'État, des intérêts de l'État ou tu sais, des firmes ou quoi que ce soit, plutôt que de la famille. Mais je suis en train de me demander si vraiment il n'y a pas un changement de paradigme qui doit être fait dans notre façon de faire de la recherche. Je terminerai juste en vous, euh, vous rappelant un article dans le dernier numéro de Foreign Affairs qui parlait de la productivité aux États-Unis. Il disait, ouais, mais justement, un des problèmes, c'est la baisse de la productivité. Puis comment on fait pour augmenter la productivité d'un État? Ben, les deux meilleures façons, c'est d'investir dans l'éducation ou d'investir en recherche et développement, puis notamment en recherche et développement financé par le public, parce que quand on finance la recherche en développement dans le secteur public, là, on travaille davantage sur les fondamentaux, de la recherche fondamentale, puis ça peut être utile à beaucoup plus de secteurs que si c'est juste l'entreprise privée qui fait de la recherche en développement. Donc, ce qui est ironique, c'est qu'actuellement, Trump est en train de s'attaquer aux deux. Puis donc, tout en, tu sais, je veux dire, c'est une autre de des contradictions, là, mais je souligne cet article-là, puis je le soumets à votre attention, un article que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci pour les conférences que j'ai entendues. Merci beaucoup, Rémi Bachand, pour ces remarques. Et je rebondirais peut-être sur tes idées pour mentionner qu'on voit quand même un financement qui est en train de réapparaître beaucoup plus axé sur la défense et les industries militaires. Et c'est peut-être par là que Trump, sa vision de comment on finance la recherche et développement et le capitalisme du futur là, numérique et tout ce qui est lié aux données, à l'intelligence artificielle, c'est peut-être là, en tout cas, on pourrait, mais merci peut-être si tu pouvais le mettre dans le chat, le nom de l'article, le titre et le nom, ce serait utile. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou sinon est-ce que certains des interlocuteurs, des intervenants voudraient rebondir un petit peu? Je vous donne peut-être un petit 2 minutes chacun. On refait le tour avec, dans l'ordre. Gilbert. N'hésitez Oui, pas à lever la j'aimerais, main si vous avez des interventions. Je vais prendre une liste pour les participants. Alors, Gilbert, je t'écoute. On t'écoute. ouais, ben, moi, je pense qu'avec Trump, on est non seulement dans l'arbitraire absolu, mais c'est essentiellement l'incohérence. On ne sait pas où on va. Moi, je pense qu'on est en présence d'un pervers narcissique qui fait à sa tête, qui présente des échecs comme des victoires. On voit, par exemple, sa politique en matière tarifaire. Elle marque des reculs, notamment quand les marchés financiers réagissent mal, comme Jean-Baptiste le disait tantôt. Non, 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 je veux dire, moi, on dit comme chercheur, essayer de comprendre. Moi, j'avoue que ça m'inspire très peu parce que je trouve qu'on fait beaucoup trop de cas d'un imbécile qui, à cause de la décadence de la société américaine, est là où il ne devrait pas aller. De toute façon, c'est un criminel, on le sait, il a appelé à siéger le Congrès. Il y a une faillite de la justice et puis des institutions dans la mesure où ces causes-là n'ont pas pu être entendues, puis finalement, il s'est ramassé malgré tout à la Maison-Blanche alors qu'il aurait dû se ramasser en prison. Voilà. Jean-Baptiste, quelques mots pour revenir sur... Oui, ben, je suis d'accord, je trouve la remarque que voilà, ça chamboule aussi notre rôle de chercheur. Et peut-être qu'on accorde trop d'importance. Alors, je ne sais pas comment c'est au Canada, mais je sais qu'en France, voilà, il y a ce que j'appelle la Trumpologie, là, des experts de tous bords qui viennent parler sur les écrans, sur n'importe quel plateau de Trump fait ci, Trump fait ça. Et c'est vrai que voilà, il y a une réelle demande des médias, il y a aussi une demande d'expertise. Moi, je le vois au niveau institutionnel. Enfin, je travaille de temps en temps avec le ministère de la Défense. Il y a une demande d'expertise, mais c'est vrai qu'en tant que chercheur, ce que je trouve assez déroutant, c'est qu'on en revient à des facteurs quand même qui restent des facteurs psychologiques, hein, le pervers narcissique, je suis tout à fait d'accord. Donc finalement, euh,
il faut réussir à s'extraire de tous ces débats, garder en tête l'importance des facteurs psychologiques, hein, qui reste quand même une école de pensée en analyse de politique étrangère, mais aussi, et ça c'est notre rôle de chercheur, mais aussi d'enseignant, de rappeler ben voilà, l'importance des faits, l'importance des statistiques, l'importance des données, face dans un climat où finalement n'importe quelle information, aussi fallacieuse ou douteuse qu'elle puisse être, prend une nouvelle réalité finalement. C'est la désinformation euh, qui devient une nouvelle réalité. Donc je crois que c'est notre rôle en tant que chercheur de déconstruire tout ça et de s'attaquer à ces mythes. Et notamment, on sait que, alors je dis bien sûr pour les médias, c'est important, même si on peut se faire happer par ces cycles médiatiques et commenter un jour et dire avoir à recommenter le lendemain. Mais je crois que c'est plutôt notre responsabilité en tant qu'enseignant, chercheur, où je crois qu'il y a une vraie, réelle demande des étudiants de comprendre et, et un rapport à l'information qui est très différent de celui qu'on a pu avoir quand nous, on était étudiants. Donc, je pense que voilà, on a beaucoup, beaucoup à faire. Alors, Sylvain Zini? Oui, alors merci à tous pour vos contributions, puis merci Rémi pour ton commentaire. Je suis assez d'accord avec ce que tu as avancé. Je rajouterai quelques éléments. Euh, à mon avis, au-delà effectivement de certaines continuités, puis je suis d'accord pour dire que l'administration Biden n'a pas renoué avec le vieil internationalisme. Là-dessus, je suis d'accord qu'il y a un malaise dans la façon de composer avec l'international qui transcende, je dirais, les clivages partisans. Mais pour reprendre ton expression, un régime d'accumulation, ça s'articule autour d'un un certain nombre, je dirais, de projets de développement. Et c'est là où, à mon avis, il y a un conflit ou je dirais, une césure entre la variante Trump et la variante Biden, à savoir que Biden a essayé d'articuler quelque chose autour d'une forme de transition écologique avec la volonté d'aller chercher quelque chose, je dirais, plus dans les technologies avancées, alors que Trump est plutôt sur un régime 19e siècle, pour être gentil, hein, où on mise sur le fossile et sur tout ce qui est dépassé. Le tout avec l'argent du high-tech. Ça, c'est une autre affaire. Euh, euh, Ce qui m'amène à un petit commentaire, peut-être euh, deux sources d'inspiration, pas tout à fait académiques, mais qui me semblent intéressantes. Une hypothèse soulevée par des groupes militants dans le premier mandat de Trump qui avaient qualifié l'administration Trump de lumpen capitaliste. Je trouvais l'expression assez drôle et peut-être révélatrice, c'est-à-dire, en bref, euh, si je le dis dans les mots familiers, une collection de losers qui ont perdu beaucoup d'argent, au lieu de profiter de façon opportuniste des mailles du système, font de leur image de marque de ne faire que ne pas obéir à la loi pour réussir à s'enrichir. Et de leur côté, qu'on pourrait rajouter avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire variante 19e siècle, en allant chercher tout ce qui n'est plus nécessaire pour l'économie contemporaine et de se baser sur ces vieux secteurs pour faire du beurre. Et l'autre élément, il y a peut-être une quinzaine d'années, le philosophe et psychologue Slavoj Zizek avait écrit un livre qui s'appelait Bienvenue dans le désert du réel, que j'avais pas tout à fait compris la première fois que je l'ai lu, mais j'ai l'impression on navigue là-dedans. L'idée était que le réel n'a plus d'importance en politique, que c'est seulement les apparences qui deviennent, je dirais, ce sur quoi on construit la société. Et là-dessus, je pense que le maître d'œuvre de ça, c'est Trump. Sa force, c'est justement de miser sur le désert du réel pour amener
tous ces fantasmes à devenir ce qui modèle l'opinion politique. Et c'est à la fois assez déprimant et assez difficile à contrer avec des arguments raisonnables et rationnels. Et c'est là le point sur lequel nous, chercheurs, on a à travailler, à forger ce raisonnable qui soit suffisamment convaincant pour démontrer, je dirais, le vide abyssal en arrière de ce que font ces administrations complètement déconnectées du réel. Merci. Alors, on a presque terminé. Peut-être un mot de la fin pour Christian Bloch? Non? On n'entend pas ton micro, s'il te plaît. Oui, dans la même veine que les collègues, je pense que ce qui est clair, c'est qu'on est sorti d'un paradigme. Mais ne parlons pas de nouveaux paradigmes. On n'y est pas encore. Ou de nouveaux régimes d'accumulation. Ça prend du temps, ça. Et en général, avant qu'on commence à comprendre ça, c'est déjà bien en place. Donc, je pense qu'il y a des mots à éviter, là. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a beaucoup de brouhaha, beaucoup de bruit, beaucoup de chaos. Mais on n'est pas encore passé à quelque chose de très clair. Et je pense que c'est un point qui me paraît important. L'autre élément, je voudrais attirer aussi votre attention, on l'a déjà fait à plusieurs reprises, mais est-ce que les accords commerciaux, c'est la bonne formule à l'heure actuelle? Il y a les juristes américains sont penchés sur ce qu'ils appellent les mini deals. C'est des deals finalement qui échappent au Congrès. Alors c'est vrai que juridiquement, le Congrès est le maître d'œuvre en dernière instance de la politique commerciale, mais ces deals, ils passent à côté du Congrès. Et il y en a, apparemment, il y en a plus de 300. Je crois que j'ai vu des chiffres de l'ordre de 400. Et ça commençait à se mettre en forme à l'époque de Trump 1. Biden en a utilisé beaucoup. Et par exemple, les négociations avec l'Indo-Pacifique, les négociations avec l'Europe, on ne parle plus d'accord de commerce, on ne parle plus d'accord de libre-échange. De toute façon, ça agite trop de monde. On va parler de deal, finalement, de mini-deal. Et d'ailleurs, moi, j'ai une discussion que j'ai déjà eue avec Michel là-dessus. L'entente avec l'Angleterre, on ne parle pas d'accord, on parle d'un deal. D'un deal, finalement, et c'est une sorte de feuille de route sur laquelle on va s'entendre. Alors, si on commence à jongler sur les mots, et c'est quand même des réalités qui sont là, et je pense qu'il faut être attentif à à ces mots, en fait, à ces choses qui se font, parce que ça a des applications, parce que et on peut très facilement, je dirais, court-circuiter la dimension commerciale parce qu'elle devient très secondaire là-dedans. C'est plus les questions de sécurité, les questions de technologie, etc. Donc, on a encore bien du pain sur la planche et je pense qu'on aura encore l'occasion de bien discuter. Au moins, avec Trump, on s'ennuie pas. Ça, c'est déjà une chose importante. Contrairement à Biden, où on s'endormait, mais avec Trump, je pense qu'on se demande toujours en fin de semaine, qu'est-ce qu'ils vont encore lancer comme, comme projet, comme, je dirais, comme niaiserie. Mais disons que c'est quand même, je dirais, un bonhomme assez essoufflant, merci. Ben alors, je pense que comme nouvelle formule, aujourd'hui, table ronde, c'est très riche, c'est très dynamique. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Puis je vais retenir qu'on est dans une phase de déstructuration, de destruction, puis qu'on se demande qu'est-ce qui va bien sortir de là. Mais il y a beaucoup de cartes qui sont brassées. Et puis, je pense que chacun, dans vos perspectives, vous avez touché à des éléments qui sont fondamentaux pour commencer à réfléchir, même si, comme Rémi le dit, et Sylvain aussi a botté le pas, on est un peu dérouté dans cette phase justement qui est très euh, changeante. Moi, je pourrais dire dans pleine transformation, hein, une transformation qui est en cours. D'ailleurs, j'en parlais à Rémi, j'aimerais ça qu'on puisse penser ensemble, collectivement, à un colloque peut-être l'année prochaine dans la voie qu'on va faire un bilan de la mais avec Gilles Bergani, mais peut-être qu'on pourrait penser à un colloque sur les transformations en cours de ce régime d'accumulation, bon, de tout ce qui est en train de bouger pour voir un peu c'est quoi les tendances, c'est quoi. Ça nous permet de prendre du recul par rapport au conjoncturel, comme tu le disais tout à l'heure, comme vous le disiez tout à l'heure, chacun à votre manière. Euh, je vous rappellerai peut-être que là, le CIM n'a plus d'activité avant l'année prochaine. Euh,
On aura probablement des numéros à lancer à l'automne sur des sujets qui nous intéressent à la revue Intervention économique. On a prévu maintenant, on a obtenu un financement de la revue Intervention économique. On pourra discuter justement d'une activité de lancement avec peut-être des conférences, etc. Ça, c'est, je pense qu'il y a un numéro qui va être prêt avec un de mes articles dedans. J'espère qu'il va passer l'évaluation, donc chapeauté par Richard Ouellet et Jean-Baptiste Velu. Et donc, simplement aussi pour vous dire que dans 2 semaines, j'ai Brice Simeux qui vient de déposer son mémoire de maîtrise, qui va faire une conférence, ainsi que Guy-Philippe Rose qui va présenter sa thèse de doctorat, qui vient d'être déposée en version finale, etc. Donc, ça sera en ligne. Si ça vous intéresse de les écouter, vous êtes les bienvenus. Je vous enverrai l'invitation. Voilà. Tu veux intervenir, Christian? Oui. Ah non, 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 je ne sais pas, pour saluer tout le monde. Parfait. Ben, merci à tout le monde et puis à une Merci à prochaine. tous. Merci À beaucoup. bientôt.